À Bamako, l'avertissement a claqué, net. Plus de 2 millions de personnes ont déjà été chassées, et pourtant le discours décrit une phase encore plus dangereuse. Armes qui traversent les frontières en vagues synchronisées, récits multilingues qui sapent la légitimité, et pression discrète autour de l'or, de l'uranium et d'autres minerais au moment où l'Alliance des États du Sahel assume une rupture stratégique. Les institutions s'érodent, l'économie ralentit, les commissariats se mutent en forteresses. Que devient la région si Ibrahim Traoré a raison dès maintenant? Une porte s'ouvre, personne n'attend. Cette analyse promet une chose claire, comprendre ce que signifie réellement l'avertissement, au-delà des slogans et des réactions immédiates. En 10 à 15 minutes de lecture attentive, le lecteur gagne une grille de lecture pour distinguer ce qui relève d'une crise sécuritaire classique et ce qui annonce une reconfiguration durable du Sahel avec des effets directs sur la stabilité, l'économie et la souveraineté régionale. L'enjeu est élevé, car il ne s'agit pas seulement de violences armées, mais d'un enchevêtrement de décisions politiques, de retrait de militaires, d'alliances nouvelles et de lutte autour des ressources stratégiques qui façonnent déjà le quotidien. Ignorer ces signaux, c'est risquer de ne voir que les symptômes et jamais la mécanique profonde qui alimente l'instabilité. La question n'est donc pas de savoir si le message est excessif, mais ce qu'il révèle sur la trajectoire réelle de l'Afrique de l'Ouest. Le signal central est déjà visible, plus de 2 millions de personnes déplacées rien qu'au Burkina Faso et une extension continue des attaques vers des zones jusque-là épargnées. Ce chiffre n'est pas présenté comme un pic isolé, mais comme un indicateur précoce d'une dynamique plus large que décrit Ibrahim Traoré, où la violence, l'information et les ressources avancent de manière coordonnée. Pour comprendre ce diagnostic, il faut remonter environ 15 ans en arrière. L'instabilité du Sahel n'est pas née soudainement. Le premier basculement majeur intervient après l'effondrement de la Libye en 2011 lorsque des stocks d'armes se dispersent à travers le Sahara. Des combattants expérimentés, porteurs d'une puissance de feu inédite pour les forces locales, se redéploient vers le sud. Ce qui commence comme des attaques sporadiques se transforme progressivement en une insurrection régionale touchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais ce contexte sécuritaire n'évolue pas dans le vide, il se développe dans un espace marqué par des présences militaires étrangères successives, des retraits rapides, puis l'arrivée de nouveaux acteurs proposant des modèles alternatifs de sécurité. Chaque transition crée des zones grises. Et ce sont précisément ces interstices que les groupes armés exploitent le plus efficacement, non pas face à des États solides, mais dans des moments de réajustement et d'incertitude. Parallèlement, une autre dimension prend de l'ampleur, la valeur stratégique du sous-sol sahélien. Or, uranium, manganèse, lithium et autres minerais critiques attirent l'attention mondiale. Là où ces ressources existent, la géopolitique devient rarement silencieuse. Selon Ibrahim Traoré, la simultanéité entre la montée des violences, la pression informationnelle et l'intérêt accru pour ces sites n'a rien d'accidentel. C'est ici que ce petit révélateur prend tout son sens. L'avertissement ne parle pas seulement d'insécurité, mais d'un moment charnière, où la région tente de redéfinir sa souveraineté pendant que des forces externes testent ses lignes de fracture. La question n'est plus seulement ce qui se passe, mais pourquoi maintenant et à qui ce timing profite réellement. À l'intérieur de la salle à Bamako, il n'y avait ni mise en scène spectaculaire, ni décor solennel. Pourtant, l'atmosphère pesait. Ceux qui étaient présents décrivent un espace où chaque phrase semblait mesurer le silence. Ibrahim Traoré n'y parlait pas comme un chef d'État cherchant l'adhésion, mais comme un témoin qui relie des signaux déjà observés sur le terrain. Son rôle, dans ce cadre, n'était pas d'annoncer une rupture soudaine, mais de formuler à voix haute ce que beaucoup ressentaient sans encore l'articuler. Les premiers impacts de cette dynamique sont déjà visibles dans la vie quotidienne. Dans certaines zones rurales du Burkina Faso, des villages entiers ont été abandonnés, non pas après une bataille spectaculaire, mais à la suite d'une succession d'incidents qui rendent la présence humaine progressivement intenable. Les marchés autrefois animés fonctionnent désormais sous surveillance armée et les routes deviennent impraticables après le coucher du soleil. Cette normalisation de l'exception constitue l'un des signes précoces les plus préoccupants.
Un second impact se manifeste au niveau institutionnel. Les administrations locales continuent d'exister, mais leur autorité s'érode. Les élus restent en poste, tout en voyant leur capacité d'action limitée par l'insécurité et la méfiance croissante des populations. Selon le diagnostic porté par Ibrahim Traoré, ce n'est pas l'effondrement brutal qui menace en premier lieu, mais une paralysie lente, difficile à identifier, mais profondément corrosive. Enfin, un troisième effet apparaît dans la perception collective. À mesure que les récits de crise se multiplient en ligne et dans les médias internationaux, les habitants du Sahel se voient de plus en plus décrits comme prisonniers d'un chaos permanent. Cette image agit comme un miroir déformant. Elle influence les décisions extérieures tout en alimentant un sentiment d'injustice et de dépossession intérieure. Autrement dit, quand l'insécurité s'installe sans rupture nette, elle redéfinit silencieusement ce que vivre normalement signifie. La dynamique décrite ne commence pas par une explosion soudaine, elle s'installe progressivement. D'abord, des attaques isolées apparaissent dans des zones périphériques, souvent traitées comme des incidents locaux. Elles visent des postes avancés, des convois ou des villages éloignés, suffisamment espacés pour éviter une mobilisation immédiate de grande ampleur. En parallèle, des retraits ou des réajustements de forces étrangères créent des vides temporaires présentés comme techniques, mais ressentis sur le terrain comme des ruptures de protection. Ce décalage ouvre une première brèche, discrète mais déterminante. Vient ensuite le point culminant lorsque ces signaux convergent. Les attaques gagnent en fréquence et en coordination, franchissant des frontières nationales presque simultanément. Des zones auparavant épargnées deviennent soudainement vulnérables. Dans le même temps, des récits numériques émergent à un rythme soutenu, souvent dans plusieurs langues, mettant en cause la légitimité des autorités locales et présentant la région comme irrémédiablement instable. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle suggère une pression combinée, militaire et informationnelle, qui dépasse la simple logique opportuniste des groupes armés. À ce stade, la tension change de nature. Les États ne gèrent plus seulement des crises ponctuelles, mais une accélération. Les administrations se retrouvent contraintes de réagir dans l'urgence, tandis que l'économie ralentit sous l'effet de l'insécurité et de l'incertitude. Les investissements se figent, les échanges se contractent, et la population ajuste ses comportements à un environnement perçu comme durablement risqué. C'est ici que l'instabilité cesse d'être un épisode pour devenir un cadre. Les répliques se manifestent alors sur plusieurs plans. Sur le plan régional, la création et le renforcement de l'Alliance des États du Sahel modifient brutalement l'équilibre diplomatique, suscitant des réactions contrastées à l'extérieur. Sur le plan interne, la pression sociale augmente, nourrie par le sentiment que les sacrifices consentis depuis des années n'ont pas apporté la sécurité promise. Et sur le plan stratégique, l'attention internationale se recentre sur les ressources du Sahel, précisément au moment où les États cherchent à reprendre la main sur leur exploitation. Cette succession, faite d'un démarrage discret, d'une convergence violente et d'effets durables, constitue le cœur du diagnostic. Elle explique pourquoi l'avertissement ne porte pas sur un événement précis, mais sur une trajectoire. Une fois enclenchée, cette trajectoire devient difficile à inverser sans choix politique clair et coordination régionale réelle. C'est dans cet enchaînement que se lie la gravité du moment actuel. Le point de départ est connu. Pendant des années, la sécurité du Sahel reposait sur une architecture externalisée, combinant formations internationales, présence militaire étrangère et opérations antiterroristes coordonnées. Ce modèle servait de repère. Le changement apparaît lorsque cette architecture se fragmente presque simultanément, alors même que la violence ne recule pas. Ibrahim Traoré s'appuie sur cet écart pour étayer son diagnostic, non par des slogans, mais par des tendances observables. D'abord, regardons les déplacements de population. Les déplacements de population. Plus de 2 millions de personnes ont déjà été contraintes de quitter leur foyer au Burkina Faso. Ce chiffre signifie que l'insécurité n'est plus marginale, elle affecte durablement l'organisation sociale et économique. Ensuite, regardons la place du Sahel dans la violence mondiale. La place du Sahel dans la violence mondiale. Les analyses citées dans le discours soulignent que la région concentre désormais près de la moitié des décès
liées au terrorisme recensées à l'échelle globale. Cela indique une bascule géographique majeure, où un foyer régional devient central dans une dynamique internationale. Enfin, regardons la vitesse de propagation. La vitesse de propagation. Là où des groupes armés mettaient auparavant des années à s'implanter, certaines zones voient aujourd'hui l'insécurité s'étendre en quelques mois seulement. Cette accélération montre une capacité logistique et informationnelle supérieure au cycle précédent. Ces chiffres ne sont pas présentés comme des records isolés, mais comme des marqueurs de rupture. Ils signalent un passage d'une instabilité chronique mais contenue à une instabilité systémique. Selon Ibrahim Traoré, ce basculement est renforcé par un facteur souvent sous-estimé, le timing. Les pics de violence coïncident avec des moments politiques précis, notamment lorsque les États tentent de renégocier des accords de sécurité ou de ressources, ou lorsqu'ils affirment une autonomie stratégique accrue. L'autre élément quantitatif, moins visible mais tout aussi déterminant, concerne l'économie quotidienne. Lorsque l'insécurité augmente à ce rythme, les effets ne se mesurent pas seulement en victimes ou en attaques, mais en comportement. Les marchés ferment plus tôt, les transports se raréfient, les investissements se replient. Ces micro-décisions, répétées à grande échelle, produisent un ralentissement général sans qu'aucun indicateur macroéconomique spectaculaire ne soit immédiatement déclenché. C'est ici que la comparaison entre l'avant et l'après prend tout son sens. La région n'est pas passée du jour au lendemain de la stabilité au chaos. Elle est passée d'un système imparfait mais prévisible à un environnement où les règles changent plus vite que les capacités d'adaptation des États. Pour Ibrahim Traoré, cette asymétrie est le cœur du danger. Quand la vitesse des chocs dépasse celle des réponses institutionnelles, même des structures formellement intactes commencent à céder. Ainsi, les données ne servent pas à dramatiser artificiellement la situation. Elles servent à montrer que la tendance est plus inquiétante que chaque événement pris isolément. Et c'est précisément cette lecture cumulative qui transforme un ensemble de crises en un avertissement stratégique. Une première lecture critique avance que la situation actuelle n'a rien d'exceptionnel. Selon cet argument, le Sahel traverse depuis plus d'une décennie une crise chronique marquée par des cycles récurrents de violence, de déplacements et de réponses militaires incomplètes. Dans cette perspective, l'avertissement ne ferait que reformuler une réalité déjà connue, amplifiée par un discours politique destiné à consolider une nouvelle légitimité régionale. Le hiver noir serait alors une métaphore efficace, mais pas un diagnostic nouveau. Un second argument oppose une lecture plus pragmatique. Il soutient que l'instabilité découle avant tout de faiblesses internes, institutions fragiles, économie peu diversifiée, frontières difficiles à contrôler. Selon cette approche, l'implication d'acteurs extérieurs ou la concurrence autour des ressources existerait, mais sans coordination suffisante pour expliquer une dynamique volontairement orchestrée. Autrement dit, la crise serait le produit d'accumulation locale plutôt qu'une pression stratégique convergente. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, la réponse formulée par Ibrahim Traoré ne les nie pas. Elle les dépasse. Son raisonnement ne repose pas sur l'idée que chaque élément serait inédit, mais sur leur synchronisation. Les crises passées existaient, certes, mais rarement avec une telle simultanéité entre intensification des attaques, guerre informationnelle multilingue et regain d'intérêt pour les sites miniers stratégiques. Ce n'est pas l'existence de chaque facteur qui interpelle, mais leur alignement temporel. De plus, la thèse purement interne peine à expliquer le timing politique. Les pics de pression apparaissent précisément lorsque les États du Sahel modifient leur cadre de sécurité, quittent certaines alliances ou cherchent à renégocier des contrats sensibles. Si les causes structurelles sont anciennes, leur activation rapide suit une logique opportuniste qui dépasse les frontières nationales. Les groupes armés prospèrent rarement seuls. Ils s'insèrent dans des fenêtres ouvertes par des reconfigurations plus larges. Enfin, la réponse aux critiques repose sur un élément empirique, la vitesse. Les cycles précédents se déployaient sur des années. Aujourd'hui, les basculements se produisent en mois, parfois en semaines. Cette compression du temps réduit la marge d'apprentissage institutionnel et accentue la vulnérabilité. Même des États conscients de leurs faiblesses internes
peuvent être débordés lorsque plusieurs chocs se produisent simultanément. Ainsi, cette lecture critique ne conclut pas que l'avertissement est incontestable. Il montre plutôt qu'ignorer la convergence des facteurs revient à analyser chaque symptôme isolément alors que le danger réside dans leur combinaison. C'est cette lecture systémique qui distingue une crise prolongée d'un tournant stratégique. Ce point marque le basculement du raisonnement. Jusqu'ici, l'analyse pouvait encore être lue comme une accumulation de risques connus. À ce stade, le message change de nature. Selon Ibrahim Traoré, le danger principal ne réside pas dans une explosion soudaine de violence, mais dans une normalisation progressive de l'exception. Quand l'insécurité devient routinière, elle cesse d'alerter et commence à structurer les comportements. Ce renversement est crucial. Un hiver noir ne s'annonce pas par des foules dans la rue ou des coups d'État spectaculaires. Il s'installe par érosion. Les institutions ne s'effondrent pas, elles s'affaiblissent. Les services publics continuent, mais sous contrainte. L'économie ne s'arrête pas, elle ralentit juste assez pour accroître la frustration sans provoquer de rupture immédiate. Cette lenteur est précisément ce qui rend le phénomène difficile à contrer. Dans cette lecture, l'avertissement n'est pas prédictif, il est diagnostique. Il affirme que plusieurs seuils ont déjà été franchis sans être clairement nommés. La coordination des attaques, la guerre de l'information et la pression autour des ressources ne sont plus des signaux faibles. Ils forment une nouvelle normalité en gestation. Et c'est ici que le timing devient central. Une région qui cherche à redéfinir sa souveraineté au moment même où ses marges de manœuvre s'amenuisent. Ce milieu de parcours oblige donc à reconsidérer la question initiale. Il ne s'agit plus de savoir si une crise arrive, mais si elle est déjà en train de s'installer discrètement pendant que chacun débat encore de son ampleur réelle. Les effets de cette dynamique ne sont pas abstraits, ils se déclinent différemment selon les acteurs, et c'est dans ces écarts que se mesure la portée réelle de l'avertissement porté par Ibrahim Traoré. Pour les États, la première conséquence est une contraction de la capacité d'action. Les gouvernements continuent de fonctionner, mais sous pression permanente. Les décisions se prennent dans l'urgence, les priorités se déplacent vers la gestion du risque immédiat au détriment des réformes structurelles. À mesure que l'insécurité s'étend, la marge budgétaire se réduit car la sécurité absorbe des ressources déjà limitées. Cette tension constante fragilise la planification à moyen terme et accentue la dépendance à des solutions temporaires. Pour les entreprises, locales comme étrangères, l'incertitude devient la norme. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, les coûts de transport augmentent et l'investissement productif recule. Dans les zones riches en ressources, l'instabilité crée un paradoxe. L'intérêt pour l'or, l'uranium ou le lithium s'intensifie, mais les conditions de négociation se détériorent pour les États. Les accords se font plus courts, plus opaques, souvent présentés comme des réponses d'urgence plutôt que comme des choix stratégiques. Ce déséquilibre affaiblit la capacité à capter durablement la valeur créée. Pour les populations, l'impact est le plus immédiat. La vie quotidienne se réorganise autour de la peur diffuse. Les écoles ferment plus tôt, les marchés réduisent leurs horaires, les déplacements deviennent calculés. Les déplacements forcés, déjà massifs, fragmentent les communautés et érodent les réseaux de solidarité. Cette insécurité prolongée ne détruit pas seulement des biens matériels, elle altère la confiance collective, condition essentielle de toute reconstruction. Enfin, pour la région dans son ensemble, les conséquences sont géopolitiques. Un Sahel perçu comme durablement instable devient un espace projeté par d'autres intérêts. Les récits internationaux se figent, zone de crise, front antiterroriste, réservoir de ressources. Cette labellisation justifie ensuite des interventions, des sanctions ou des alignements qui ne reflètent pas toujours les priorités locales. Selon Ibrahim Traoré, c'est précisément ce glissement narratif qui enferme la région dans un rôle défini de l'extérieur. Ces 4 niveaux montrent que l'hiver noir n'est pas un scénario lointain. Il se manifeste déjà par des décisions contraintes, des opportunités réduites et des coûts humains croissants. La question n'est plus de savoir qui est touché, mais combien de temps ces effets peuvent s'accumuler avant de redessiner durablement l'équilibre du Sahel. Dans une première trajectoire, prolonge les tendances actuelles sans rupture majeure. Les États du Sahel consolident leur coopération sécuritaire, mais restent sous pression constante. Les attaques continuent à un niveau élevé, sans basculement spectaculaire, tandis que la guerre de l'information et les tensions diplomatiques persistent.
Dans ce cadre, la région évite l'effondrement, mais s'installe dans une instabilité durable qui limite la croissance, retarde les réformes et entretient une dépendance à des solutions d'urgence. Le hiver n'est pas total, mais il s'étire. Dans une trajectoire plus favorable, tout repose sur une coordination plus efficace et une clarification stratégique. Les États parviennent à mieux contrôler certaines zones clés, à réduire la fragmentation institutionnelle et à parler d'une voix plus cohérente sur les questions de ressources et de sécurité. La pression extérieure ne disparaît pas, mais elle devient plus lisible et donc plus négociable. Dans cette hypothèse, l'avertissement d'Ibrahim Traoré agit comme un électrochoc précoce, permettant d'anticiper plutôt que de subir. L'instabilité recule lentement, sans disparaître, mais la trajectoire se redresse. Dans une trajectoire plus fragile, tout se joue dans une convergence négative. Les violences s'intensifient, les récits hostiles se multiplient et les tensions internes s'aggravent. Les États, absorbés par la gestion de crises simultanées, perdent l'initiative politique. Les accords conclus sous pression se multiplient, notamment autour des ressources, renforçant le sentiment de dépossession. Dans ce cas, l'hiver noir devient une réalité pleinement installée, non par un choc unique, mais par accumulation d'échecs et de renoncements. Ces scénarios ne sont pas des prédictions fermées, ils fonctionnent comme un cadre de lecture. La recommandation centrale n'est pas de choisir l'optimisme par principe, mais de reconnaître que chaque décision prise aujourd'hui oriente la région vers l'un de ces chemins. Penser en termes de trajectoire plutôt que d'événements devient alors un outil stratégique essentiel. Pour le lecteur, ces dynamiques peuvent sembler lointaines, pourtant leurs effets se manifestent bien au-delà des cartes et des communiqués. Pour les communautés de la diaspora, l'instabilité prolongée transforme le lien au pays d'origine. Les échanges deviennent plus prudents, les projets de retour ou d'investissement sont reportés, et l'information arrive souvent filtrée par des récits contradictoires. Cette distance accrue nourrit l'inquiétude autant que la confusion. Pour les acteurs économiques, même extérieurs à la région, le Sahel n'est pas un espace isolé. Les perturbations sécuritaires influencent les routes commerciales, les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité de ressources stratégiques utilisées dans des secteurs aussi variés que l'énergie, les technologies ou l'industrie. Une zone perçue comme durablement instable augmente les coûts, réduit la visibilité et favorise des décisions à court terme, rarement optimales. Pour les citoyens ordinaires, y compris ceux qui ne vivent pas au Sahel, l'enjeu touche à la compréhension du monde contemporain. Les crises prolongées alimentent des mouvements migratoires, modifient les priorités diplomatiques et redéfinissent les débats sur la sécurité globale. Ignorer ces mécanismes, c'est accepter de ne voir que les conséquences visibles sans saisir les causes profondes qui les produisent. Deux pistes simples permettent de rester lucides. D'abord, différencier les niveaux, distinguer les actions des groupes armés, les choix des États et les intérêts extérieurs évite les amalgames rapides. Ensuite, observer le timing. Quand des événements sécuritaires, politiques et économiques s'alignent, ce n'est jamais neutre. Cette attention au calendrier révèle souvent plus que les déclarations officielles. Ainsi, se rapprocher du sujet ne signifie pas prendre parti, mais affiner son regard. Comprendre comment une crise s'installe lentement permet d'anticiper ses répercussions, y compris là où on ne les attend pas. Dans un monde interconnecté, la stabilité d'une région conditionne souvent des équilibres bien plus larges. La sortie du cycle décrit ne repose pas sur une mesure unique, mais sur une séquence coordonnée. D'abord, il s'agit de sécurité intégrée. Les États du Sahel doivent approfondir le partage de renseignements et la planification opérationnelle commune avec des unités capables d'agir rapidement de part et d'autre des frontières. Cela relève des autorités nationales et de l'Alliance des États du Sahel et doit se jouer immédiatement sur un horizon d'environ 6 mois. On le mesurera par la réduction des zones de transit non contrôlées et la baisse des attaques coordonnées. Ensuite, il faut agir sur la gouvernance institutionnelle. Il s'agit de renforcer les administrations locales dans les zones sous pression, non par des annonces centrales, mais par des moyens concrets. Continuité des services, présence administrative minimale, protection des élus. Cela doit être porté par les gouvernements et les collectivités locales, en parallèle des opérations sécuritaires. Le signe que cela fonctionne,
c'est le maintien des services publics essentiels et le retour progressif des activités économiques de base. Puis, la voie économique commune devient décisive. Tant que chaque pays négocie seul ses contrats miniers, la région reste vulnérable. Une coordination sur les cadres de négociation renforcerait le rapport de force. Cela engage les ministères économiques et les partenaires régionaux, plutôt à moyen terme, sur environ 12 mois. On en verra la trace dans une transparence accrue et des conditions contractuelles plus harmonisées. Après cela, il faut aussi traiter la guerre de l'information. Il ne s'agit pas de censurer, mais de produire des récits crédibles, ancrés dans des faits vérifiables, capables de contrer la désinformation. Cela implique les institutions publiques, les médias locaux et la société civile, et ce travail en continu. On l'évalue à la cohérence des messages et au recul des rumeurs dominantes. Et comme le souligne Ibrahim Traoré, aucune stratégie ne tient sans discipline politique interne, l'unité ne se décrète pas, elle se construit par des choix cohérents dans le temps. Mesurer ce progrès revient à observer quelque chose de simple, la capacité à tenir une ligne commune malgré les pressions extérieures. Lorsque le silence est retombé dans la salle de Bamako, ce n'était pas un silence d'adhésion automatique, mais un silence de reconnaissance. Le message venait de mettre des mots sur une inquiétude diffuse, déjà présente dans les villages abandonnés, les marchés sous surveillance et les institutions qui tiennent encore, mais sous tension. En rappelant cette scène, Ibrahim Traoré ne cherchait pas l'effet dramatique. Il rappelait un moment précis où un diagnostic a été formulé sans détour devant des témoins conscients de sa gravité. Le fil conducteur revient alors à ce point initial. Le hiver noir n'est pas une image destinée à frapper les esprits, mais un outil pour nommer une dynamique lente, souvent invisible. Ce qui érode le plus n'est pas toujours la violence elle-même, mais l'habituation à celle-ci. Quand l'exception devient la norme, les sociétés s'ajustent au danger au lieu de le combattre frontalement. C'est ce glissement que l'avertissement cherche à interrompre. Le rappel de Bamako agit comme un miroir, il renvoie chacun à sa position, dirigeant, citoyen, observateur extérieur. Le message ne distribue pas les rôles entre coupables et innocents. Il pose une responsabilité collective face à une trajectoire en cours. Refuser de la voir n'annule pas ses effets. La phrase clé reste simple. Nommer le risque, c'est déjà résister. En cela, l'intervention d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme une prédiction que comme un appel à la lucidité avant que le silence ne devienne résignation. À ce stade, la question n'appelle pas une réponse immédiate, mais une discussion informée. L'avertissement formulé à Bamako ne demande pas l'adhésion, il invite à l'examen. Il rappelle que les trajectoires régionales se construisent souvent loin des projecteurs, par l'accumulation de décisions, de silences et de priorités mal alignées. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà refuser de réduire le Sahel à une simple étiquette de crise permanente. Pour celles et ceux qui suivent des enjeux, l'enjeu est d'éviter deux écueils opposés, le catastrophisme automatique et l'indifférence lassée. Entre les deux, il existe un espace pour une lecture plus fine, attentive aux signaux faibles comme aux choix structurants. C'est dans cet espace que le débat devient utile, parce qu'il éclaire sans simplifier. La réflexion portée par Ibrahim Traoré n'épuise pas le sujet. Elle ouvre une séquence. Elle pose une question de responsabilité partagée. Qui définit l'avenir d'une région et sur quels critères? Les réponses diffèrent selon les points de vue, mais elles gagnent à être confrontées calmement, avec des faits et du contexte. Si cette analyse vous semble pertinente ou au contraire discutable, l'essentiel est d'en parler. Le dialogue informé reste l'un des rares outils capables de ralentir les dynamiques qui s'installent dans le silence.